Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est au dernier mois de l'année et c'est aussi le tout dernier épisode de la première saison du podcast Starlettres. Que dire, je suis ravie d'avoir pu enregistrer ces 6 premiers épisodes avec des invités qui étaient absolument formidables. Je vais redire leurs noms d'ailleurs. Nous avions donc Thibaut Marion, Nel Charfi, Kaina Blada, Alvaro Ruyo, Adelina Belgoder et Anne-Laure Tribel. Merci infiniment à vous 6. Je sais que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je vous le redis une fois de plus. Vous avez vraiment été exceptionnels, généreux, sincères, authentiques, drôles. Enfin, on a passé des super moments ensemble. Et je fais aussi la transition avec tous les gentils messages plein de positivité, de bienveillance, des gens qui ont été touchés. Voilà, c'est vraiment génial en fait d'avoir pu lancer cette aventure un petit peu différente aussi de ce qu'on a collectivement l'habitude de faire. Donc je parle en mon nom mais aussi au nom des 6 invités qui ont participé. Et vraiment, je voudrais vous remercier, chers auditeurs et auditrices, pour l'accueil que vous avez réservé à ces 6 épisodes et à ce podcast qui, je vous l'annonce, aura bien une saison 2. J'ai hâte, j'ai commencé à enregistrer un épisode pour être honnête, un premier épisode et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Donc voilà, ça va arriver prochainement. J'ai pas encore la date, mais évidemment vous serez tenus avertis. Je voudrais aussi remercier particulièrement, je les ai cités juste avant, mais je vais à nouveau les citer parce qu'ils ont fait un travail bien spécifique pour que ce podcast puisse voir le jour dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais vraiment remercier Nel Charfi et Alvaro Ruyo qui ont fait tous les mix des épisodes. Nel Charfi a aussi réalisé le jingle que vous entendez lors des intros. Donc voilà, merci beaucoup à vous deux. C'était très précieux d'avoir votre aide sur cette partie-là, plus technique, que je maîtrise un petit peu moins, je l'avoue. Voilà, et bien sans plus attendre, allons-y, lançons-nous dans l'épisode. Donc c'est un épisode particulier puisque, si vous avez bien suivi, j'ouvre la Secret Box. Donc c'est une boîte spéciale dans laquelle chacun de mes 6 invités ont déposé une petite question. Alors, je ne sais pas du tout qui a posé quelle question. Évidemment, les papiers, c'était anonyme. Donc, et promis, j'ai pas triché parce que ça fait presque 6 mois qu'ils sont chez moi. Et voilà, j'avais mis la boîte en hauteur, loin de ma vue pour ne pas être tentée. Mais voilà, de toute façon, j'avais trop la pression de pouvoir quand même vous faire un épisode qui soit spontané. Et du coup, ça n'aurait eu aucun intérêt de regarder en avance les questions. Donc c'est parti. Waouh, ça va faire trop bizarre là. Je commence à parler toute seule derrière mon micro. C'est très 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 différent du coup de ce que j'ai pu faire, mais vraiment je suis hyper contente de faire cet épisode. Et voilà. Et j'avoue que j'espère aussi pouvoir apporter un peu ma petite pierre à cet édifice parce qu'encore une fois les invités, voilà, vous avez envoyé du lourd, vous avez été géniaux et je suis trop contente. Donc c'est parti. J'arrête mon petit blabla d'introduction et on rentre dans le vif du sujet. Alors, je viens de sortir les petits papiers de la Secret Box pour pouvoir les attraper plus facilement pendant que je parle. Et déjà, je peux vous dire qu'il y a une petite surprise. J'en ai que 5, donc ça va corser un petit peu le jeu. Je vais essayer de trouver quel papier a malheureusement échappé à la Secret Box. Je ne sais pas si c'est qu'on a oublié de le déposer. En tout cas, voilà, je commence par la première question. Alors, la première question. Si tu pouvais donner un conseil à la Maïsane d'il y a 10 ans, quel serait-il ? Et si tu avais une question à transmettre à la Maïsane dans 10 ans, quelle serait-elle ? Alors, la Maïsane d'il y a 10 ans, elle avait quel âge déjà ? Elle avait 20 ans. Waouh, elle avait 20 ans. Alors, c'est une très très belle question. Qui c'est qui m'a demandé ça ? Là comme ça j'ai Kaina spontanément qui vient, mais c'est peut-être pas Kaina, il faut que je réfléchisse. Alors à 20 ans plutôt, j'étais encore en études de communication, j'étais pas encore dans le milieu de la comédie musicale, j'avais pas encore fait de formation là-dedans, etc. Mais ça prenait, l'artistique prenait déjà quand même une grande place dans ma vie. J'étais très passionnée. Je pense par contre que je n'imaginais pas tout ce que j'allais pouvoir vivre en fait du coup quand j'avais 20 ans et là aujourd'hui j'en ai 30. Donc disons que pendant ces 10 ans écoulés, vraiment je pense qu'il y a une partie de moi, notamment la partie qui avait 20 ans, qui peut-être n'y croit pas encore vraiment, qui se dit mais quelle est cette vie de fou en fait que tu as,
que tu commences, parce que voilà, soyons honnêtes, je suis, on va dire, au début, aux prémices de ma, entre guillemets, carrière. Ça peut sonner un peu pompeux comme ça, donc voilà, c'est pour ça que je mets les guillemets, mais je trouve quand même que c'est important aussi de reconnaître les étapes, justement. Les étapes, l'évolution. Et, et c'est vrai que si je devais donner un conseil à la Maïsan d'il y a 20 ans, la Maïsan d'il y a 20 ans avait certainement beaucoup moins confiance en elle. Alors, clairement, il y a encore du travail là-dessus. Mais en disant quand même, on en apprend des choses par rapport à ça. Et je pense que notre métier, on a pu d'ailleurs en parler déjà avec les invités qui étaient présents, mais je pense que 100% ont eu un peu ce discours-là, que ça nous fait de facto évoluer là-dessus. Parce qu'on n'a pas le choix en fait, on est tellement dans des situations. Là voilà, cet après-midi, j'étais encore sur scène sur Madagascar, du coup le spectacle dans lequel je joue actuellement. Et voilà, je joue un pingouin pour celles et ceux qui, qui ne savent pas. Donc voilà, c'est un rôle plutôt d'ensemble sur ce spectacle. Et typiquement, il y a du coup d'autres personnages qu'on joue. Et à un moment donné, je joue une journaliste qui va dans le public et qui voilà, s'amuse à interviewer un petit peu les gens pour retrouver les animaux qui se sont évadés du zoo de Central Park. Voilà, comme ça, je vous fais un petit peu le pitch du spectacle pour ceux qui connaissent pas Madagascar. Et voilà, donc il y a une petite partie qui est un petit peu en impro, et ça, typiquement, c'est un exercice qui est pas forcément évident. C'est un exercice qui peut être très jouissif, très drôle, très galvanisant, mais c'est vrai qu'il faut y aller, quoi. Et puis, il faut se débarrasser aussi des peurs, des choses comme ça. Et Dieu sait que la Maïsan je vais dire d'il y a 20 ans, non pas du tout, à 20 ans, la Maïsan qui avait 20 ans, elle en avait beaucoup des peurs. Et je pense que ma plus grande peur peut-être, c'était peut-être d'assumer finalement ce que je voulais faire, d'assumer qui j'étais. Et en l'occurrence, ça passait par l'artistique. Je pense que j'ai toujours senti une espèce de... Alors ça va peut-être parler à certains, mais une espèce de différence euh, avec les gens notamment qui avaient mon âge. J'avais du mal à être en phase vraiment avec les gens qui avaient mon âge, et ça m'a pas empêché d'avoir des amis géniaux. D'ailleurs, si vous passez par là, les copines, les copains, je vous fais des gros bisous. Mais c'est vrai que oui, j'avoue que pendant le collège, pendant le lycée, et voilà, à 20 ans, on en sort du lycée, c'est pas si loin que ça. Il y avait encore une sensation de décalage, et je pense que vraiment tous les artistes ont ça. J'ai pas fait de statistiques plus poussées que ça pour l'affirmer, mais avec tous les échanges que j'ai pu avoir, et notamment ceux du podcast, mais même dans la vie, même dans les conversations que j'ai avec les autres, il y a ce truc à un moment donné qui fait que peut-être on s'exile dans un autre monde. Voilà, je pense que je suis un peu une grande rêveuse, une grande idéaliste. Et, euh, et ça, des fois, c'est pas facile à assumer, parce que on a l'impression que ça va nous éloigner des gens. Et je pense que oui, dans les peurs que je pouvais avoir, c'était ça, de peut-être de me retrouver seule parce que j'étais trop différente. Et je pense que c'est vraiment le conseil que je me donnerais, de me dire, mais en fait, c'est chouette d'être différent, et c'est chouette en tout cas d'avoir quelque chose comme ça qui me tient autant à cœur, et qui va me rendre plus tard, parce qu'évidemment, je ne le sais pas encore, mais qui va me rendre tellement heureuse, tellement épanouie, et cette sensation d'avoir trouvé sa voie, de savoir qu'on est sur le bon chemin. Voilà, on peut parler de vocation ou autre ou quoi, mais voilà, je pense que je me dirais de me faire confiance à ce niveau-là, parce que, oui, à 20 ans, justement, quand je commençais à me dire que j'avais envie de faire de l'artistique, je me souviens une fois d'avoir participé à un spectacle. Moi, j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais plus jeune, et on avait souvent plein de représentations. C'est vrai qu'adolescente, j'ai eu la chance de quand même faire pas mal de scènes, que ce soit dans les campings, pour des associations, ou pour des périodes, par exemple pour le Téléthon, etc. Voilà, ce genre de choses. Et je me souviens d'une après-midi où j'avais fait du coup une représentation. Et j'avais dû certainement me tromper dans une chorégraphie, ou je sais pas, ou dans... pour vous dire, je ne me rappelle pas de ce qui s'était passé, parce qu'en plus, la représentation s'était bien passée. Il me semblait avoir quand même fait... Enfin, collectivement, on avait fait quelque chose de chouette. Mais je pense que j'avais dû rater un petit truc. Et sur le moment, je m'étais dit, non, mais de toute façon, ça sert à rien de vouloir faire ce métier. T'auras pas le niveau, t'es pas assez forte, t'es pas assez... le fameux t'es pas assez.
Et je me souviens, je sais plus si c'est juste après, mais j'en ai parlé à mes parents. Et dans ce milieu-là, on sait que des fois les parents sont pas forcément les personnes qui vont le plus nous encourager. Et en fait, bah moi ça a été un petit peu l'inverse en fait. Mes parents m'ont dit mais si, on croit en toi, nous on sait que t'as du potentiel et que t'as quelque chose et que si, il faut y aller quoi. Et je me souviens vraiment avec précision de ce moment, de cette conversation que j'ai eue avec eux, parce que à ce moment-là, j'étais tellement convaincue que c'était pas pour moi, que si eux n'avaient pas eu ce discours-là, est-ce qu'à un moment donné, j'aurais pas juste laissé tomber et continuer à l'époque, du coup, j'étais en BTS communication. J'ai fait 3 ans d'études dans ce domaine-là et voilà, et ça se passait d'ailleurs bien, mais c'est vrai que là, à terme, enfin, pas à terme, mais plutôt a posteriori, je sais que c'était pas la voie qui allait me permettre de plus m'épanouir. Mais sur le moment, quand on est plutôt bien dans un secteur, voilà, on se dit bah, que peut-être c'est ça. Et typiquement, voilà, il y avait cette peur et peut-être ce manque de légitimité qui faisait que je pouvais rester peut-être un petit peu en retrait par rapport à ce rêve, à ses envies, à ses objectifs aussi. Donc voilà, je dirais à la Maïsan d'il y a 10 ans de vraiment faire confiance à son intuition. Ça aussi, c'était pas un terme que j'avais forcément trop à la bouche il y a quelques années, et aujourd'hui, je ne jure que par ça. En tout cas, c'est un petit peu le credo que j'ai et que j'essaie de suivre au maximum. Et maintenant, une question pour la Maïsan dans 10 ans. Waouh, je crois que c'est plus difficile pour moi de répondre à ça parce que justement, je me rends compte qu'en fait, en 10 ans, il s'en passe des choses. En 10 ans, il s'en passe énormément. Et franchement, si j'essaye d'imaginer la Maïsan du coup de 40 ans, je me dis que peut-être sa vie sera très différente de celle que j'ai maintenant. Ou alors peut-être qu'elle sera pas si différente que ça. Et c'est un petit peu finalement ce que je me souhaite. De garder peut-être les choses, de garder le positif et d'enlever le négatif. Non, mais sans plaisanter là-dessus, mais je dirais que oui, il y a des choses que j'ai peut-être comprises et intégrées ou commencé à intégrer pendant ces 10 ans, de mes 20 à 30. Et j'espère que à 40 ans, je les ai toujours et que je les ai pas perdues. Typiquement, voilà, le fait de faire confiance à son intuition et d'oser assumer vraiment qui on est, ce qu'on veut faire et même aussi ce qui paraît des fois un peu bizarre, un peu étrange. Une personne qui se reconnaîtra et qui a écrit l'un des spectacles dans lequel pardon, j'ai joué et dans lequel je joue encore, disait que être bizarre, c'est un compliment. Donc voilà, ici, il passe par là, il se reconnaîtra. Et c'est tellement vrai, parce qu'on est tous le bizarre de quelqu'un. Donc voilà, j'espère qu'à 40 ans, j'aurai toujours cette vision des choses, en tout cas. Et après, je me souhaite aussi d'avoir quand même une vie différente, parce que ça voudra dire que j'ai pu expérimenter d'autres choses. Que ce soit d'ailleurs à un niveau professionnel, personnel. Voilà, j'espère que le podcast existera toujours, ce serait génial. Et un bel accomplissement. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Je pense que c'est Kaina ou peut-être Anne-Laure. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est une femme en tout cas. Donc je dirais même Adélina aussi dans les pronostics. Voilà, on passe à la deuxième question. Et toi Maïsan, de quoi es-tu fière aujourd'hui ? Alors, je pense, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est Thibaut à qui j'avais posé cette question. En tout cas, je sais qu'on avait abordé le sujet de la fierté, donc je pense que c'est Thibaut. Allez, je dis Thibaut, on verra bien. Évidemment, les 6 invités, vous êtes, vous êtes invités à vous manifester pour me dire si oui ou non j'ai trouvé, sachant que évidemment il en manque un. Du coup, il manque un papier, donc il y a quelqu'un qui devra me dire ce que c'était que sa question, parce que voilà, je suis un petit peu triste qu'elle n'y soit pas. Mais voilà, c'était pour mettre un petit peu de fun et de spontanéité dans ce dernier épisode. Alors, de quoi je suis le plus fière, ou de quoi je suis fière tout court d'ailleurs, peut-être que ça va un petit peu reprendre ce que j'ai dit sur le fait de cette fait confiance. Oui, je dirais que je suis fière, malgré tout ce qu'on a pu connaître
Et là, vraiment, je parle au niveau collectif. Évidemment, là, j'ai la période Covid qui me vient en tête. Voilà, le travail était complètement à l'arrêt. Alors évidemment, dans plein d'autres secteurs aussi, hein, mais en tout cas, nous, on a été particulièrement touchés par ça. Et je sais que psychologiquement, pour beaucoup, ça a été très, très difficile. Voire même, je sais qu'il y a des personnes qui étaient donc dans le milieu artistique et qui se sont posé la question de faire autre chose. Je crois que certains ont pris cette décision et se sont complètement réorientés dans un autre domaine, voilà, qui font peut-être aujourd'hui un métier complètement différent. Et c'est super chouette aussi parce que si c'était ça, voilà, leur conviction et leur envie profonde et leurs besoins profonds aussi, suite à cette période qui a pu mettre aussi en lumière des choses, là où moi je suis fière, c'est que je pense que je suis fière de ne pas avoir perdu peut-être ma passion et mon enthousiasme pour le spectacle, pour la comédie musicale, pour le chant, la danse, le théâtre, enfin voilà, pour tout ce que j'aime faire et ces trois disciplines qui sont un petit peu ouais, une définition de, on va dire une bonne partie de la définition du bonheur. Je pense que voilà, ce serait compliqué de ne pas mettre ces trois verbes-là, chanter, danser, jouer. Voilà, en fait c'est ça, c'est que il y a plein de choses qui peuvent faire que on perd un petit peu la foi ou on perd la motivation, on perd l'envie, l'énergie, etc. Et alors, oui, j'ai parlé de la période Covid qui effectivement pouvait être compliquée, mais il y a aussi d'autres choses. Le simple fait de devoir chercher du travail régulièrement, tout le temps, quelque part, d'être, comme je dis souvent, en entretien d'embauche un peu ad vitam aeternam, là où dans d'autres secteurs, c'est quand même beaucoup moins le cas. Voilà, il faut toujours faire ses preuves et il y a une forme de cycle aussi où il y a des moments où on va être très très occupé et ça peut être aussi des fois pas évident à gérer parce que ça demande beaucoup d'énergie, c'est très exigeant pour le corps, pour le mental, etc., pour l'émotionnel aussi. Des périodes qui au contraire vont être très creuses et ça peut être aussi un peu déprimant quand justement on n'a pas forcément la possibilité d'être sur scène, de faire des choses qui nous nourrissent, etc. Et le processus d'audition aussi qui est passer une audition, c'est quelque chose d'assez, j'allais dire d'assez unique en son genre, quoi. C'est très particulier comme exercice. Et évidemment qu'avec le temps, je pense qu'on se familiarise de plus en plus avec cet exercice. Mais ça reste quand même, j'allais dire, une épreuve. Alors, il y a des auditions qui se passent très bien. Il y a des auditions même où c'est très agréable parce qu'il y a un côté fun et on y va. Et on arrive aussi à être dans une espèce de lâcher prise et quand ça se passe comme ça, généralement, c'est chouette. C'est même des fois bon signe. Maintenant, c'est évidemment pas tout le temps le cas. Et pour la grande stressée, over control, freak, tout ce qu'on veut que je suis et que j'étais encore plus par le passé, c'est sûr qu'il y a eu des moments où moi, c'était un exercice qui a pu être très complexe, notamment où j'avais l'impression que c'était plus fort que moi en fait, que c'était trop gros, trop grand. Et c'est vraiment ça qui fait finalement le parallèle avec ce que je disais sur la Maïsan de 20 ans, c'est que c'est comme si à chaque fois il fallait se reprouver à soi qu'on est toujours capable de faire ça, capable d'aller chercher justement les contrats, les opportunités, etc. Et je pense que c'est vraiment une fierté parce qu'en fait, je sais ce que ça m'a coûté, je sais ce que ça m'a demandé. Et forcément, ça m'a demandé, oui, de sortir d'une forme de zone de... Alors, je sais même pas si je peux dire zone de confort parce que je suis pas sûre que c'était très confortable. Mais ça m'a demandé en tout cas d'aller chercher des ressources. Chercher des ressources en moi, évidemment aussi à l'extérieur. Ça, j'en parlerai peut-être plus tard en fonction des questions, mais voilà, moi, c'est vrai que pendant ces 10 ans, alors ça fait pas exactement 10 ans que je fais ce métier, ça fait quand même moins puisque je suis sortie de l'école en 2019, donc là on est en 2025, donc ça fait 6 ans, quoi. Et voilà, les ressources que ça m'a demandé, bah, ça n'a pas été simple en fait de les mettre en place, de les trouver, voilà, d'arriver à chaque fois à garder le cap finalement et à continuer de progresser, d'évoluer. Donc je pense que c'est juste ça en fait, d'être resté fidèle à cette envie de faire de la scène, malgré tout ce que ça peut aussi impliquer, même quand on est sur scène, où il y a un truc où ça peut être très très intimidant d'être face à
énormément de monde comme ça. Je pense que ça, je l'ai beaucoup ressenti. Alors j'ai eu la chance de commencer, mes premiers contrats se sont déroulés à Disneyland Paris. J'étais maîtresse de cérémonie et comédienne. Voilà, donc il y avait des événements qui étaient ponctuels, et puis après j'ai fait un contrat de Noël qui était un petit peu plus long. Et rien que ça, en fait, c'était déjà un truc en soi. Quand j'ai participé aussi au spectacle Mickey le magicien, c'était encore autre chose, c'était une très grande salle. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça un petit peu où vraiment ça fait un peu comme des électrochocs et on se dit mais waouh, en fait on fait ça. Enfin il y avait un peu un truc en moi qui disait mais c'est surhumain de faire ça. Je sais pas, c'est énorme en fait. C'est vraiment le mot qui me vient là. C'est énorme et des fois on se sent tout petit par rapport à ça. Mais c'est pas parce qu'on se sent tout petit qu'on peut pas avoir sa place et donner le change en fait. Donc ouais, je dirais que c'est peut-être ça dont je suis la plus fière. Alors je sais pas si c'est vraiment ça, parce que là pour le coup c'est très ciblé sur le pro. Il y a peut-être d'autres choses au niveau plus personnel pour lesquelles je peux être fière, mais voilà, je pense que d'arriver à, je sais pas, à défier un peu ses doutes, à les mettre un peu sur le tapis ou sous le tapis. C'est même pas ça l'expression que je cherchais, c'était de les mettre au tapis. Moi, je crois que c'est plus ça. Voilà, c'est de dire en fait, vous existez, mais c'est pas parce que vous existez que je peux pas faire quand même quelque chose. Et voilà, c'est un petit peu le message, je pense, de cette question. En tout cas, de ma réponse à cette question. Voilà, donc je pense que c'était Thibaut, mais encore une fois, je peux me tromper, donc on verra bien ce qu'ils en disent, mes chers invités, lorsqu'ils me répondront. Je passe donc à la troisième question. Alors, la troisième question, donc c'est une question plurielle que je trouve très très intéressante. Quel est mon plus beau moment sur scène? Pourquoi? Et à quel moment j'ai senti avoir réussi en tant qu'artiste? Alors, je vais essayer de reprendre du coup point par point. Mon plus beau moment sur scène. Alors ça, évidemment, je pense que si on demande à n'importe quel artiste, je pense que c'est un peu compliqué de pouvoir dire un seul moment. Je pense que pour répondre à cette question, je dirais que sur chaque spectacle auquel j'ai participé, à chaque fois, il y a eu un moment un peu magique où c'est très bizarre comme sensation, mais où on a l'impression d'être vraiment dans les étoiles, quoi. C'est d'avoir cette dimension magique qui s'empare de nous et voilà, ce truc un peu où on n'en revient pas, où on est un peu bouche bée, alors même qu'on est certainement en train de chanter, de parler ou de faire je sais pas quoi. Mais ça, en fait, c'est arrivé tout le temps. Alors, c'est arrivé à Disney, j'en parlais il y a pas longtemps. Euh, voilà, évidemment, Mickey le magicien, je pense que ça a été assez fou, de par tout ce qu'il y avait autour, de par ce que j'incarnais, de par la chanson, de par toute l'énorme machinerie. Et c'est ça aussi qui est génial dans le spectacle, c'est qu'il y a tellement de corps de métier, euh, un savoir-faire et voilà, des choses qui nous mettent en valeur, mais d'une manière vraiment énorme. Et ça, ouais, ça peut que, en fait, on peut que se dire à un moment donné, mais c'est juste dingue, et là, quel souvenir merveilleux je vais garder pour toute ma vie, quoi. Donc, de plus beaux moments, franchement, en choisir un seul, je pense que ce serait très compliqué. Il y en a eu vraiment sur tous les spectacles que j'ai fait. Je pense que peut-être Disney, forcément, il y a un petit truc particulier parce que quand on est enfant, en tout cas, en ce qui me concerne moi, Disney, ça reste une référence, quoi. J'ai été biberonnée aux princesses, même aux dessins animés Disney, voilà, où il n'y avait pas de princesse, le livre de la jungle, les 101 dalmatiens, enfin, il y en a tellement que je pourrais citer, mais je crois qu'il y a quand même un truc où ça fait le lien avec l'enfance. Donc là, si on se dit, quel souvenir pourrais-tu partager avec la Maïsan, pour le coup, d'il y a 20 ans, donc il y avait 10 ans, ou même encore avant. Il y a un petit clin d'œil, quoi, c'est génial. Mais je veux dire, voilà, dans tous les spectacles auxquels j'ai pu participer, vraiment, il y a eu des moments de grâce aussi, où on a l'impression d'être vraiment connecté à son personnage, connecté à ses partenaires, connecté au moment, connecté aux gens. Euh, Franchement, c'est... Voilà, en le disant, je me dis, mais c'est quand même génial. Et puis c'est chouette aussi de se poser cette question, parce que ça permet aussi de revoir
des chouettes épisodes de vie, de scènes qu'on a pu vivre. Donc voilà. Pourquoi? Eh ben voilà, pour cette raison justement, parce que c'est tellement hors du commun. En tout cas, moi, dans ma façon de le concevoir, c'est ça. C'est que la comédie musicale, le fait de chanter, de danser, de jouer des personnages, de raconter une histoire par ce biais-là, je trouve que c'est assez extraordinaire. Et je dis des fois cette chose un petit peu, un peu curieuse, un peu rigolote, mais que des fois j'ai l'impression, ou j'aimerais, que ma vie soit comme dans une comédie musicale, ou en tout cas que la vie, même en général, soit une comédie musicale et qu'on puisse d'un coup se mettre à chanter et que quand on sort du métro et qu'on est, je sais pas, énervé parce que les gens sont pas toujours très sympas ou parce que on a une contrariété et d'un coup de se mettre à chanter un truc hyper rock ou hyper dramatique. Enfin, voilà, j'ai peut-être un peu une imagination des fois qui part dans tous les sens, mais voilà où typiquement ça me fait penser un peu à des films à la Disney, mais d'être dans sa cuisine et puis il y a les ustensiles qui on les attrape et ça chante et ils nous répondent et voilà, enfin ce truc un petit peu ouais enchanteur que peut avoir la comédie musicale, ce truc qui fait qu'on sort en fait peut-être du côté, on va dire, terre à terre de la vie. Je sais pas si c'est le bon mot, terre à terre. Un peu monotone peut-être. Que des fois je peux ressentir. Et peut-être, je pense que c'est aussi pour ça, en tant qu'artiste, qu'on a choisi de faire ça, c'est que ça nous extrait un petit peu des fois d'une réalité qui peut être un peu terne. Voilà, c'est peut-être plus ça. Et en tant que grande idéaliste, je pense que vraiment c'est ce que je suis venue chercher. Donc en fait, les moments d'exception que j'ai vécu sur scène, je pense que c'était des moments qui m'ont vraiment donné cette sensation-là. Je pense que c'est ça en fait, que la raison pour laquelle je vais pouvoir me dire ok, ça c'était un moment incroyable et je suis trop contente de l'avoir vécu. Et il y avait du coup une autre partie, ah oui, de questions sur à quel moment j'ai senti que j'avais réussi en tant qu'artiste. En fait, je pense pas avoir ce sentiment-là d'avoir réussi en tant qu'artiste. Je dirais plus que j'ai réussi à, comme je disais tout à l'heure, j'ai réussi à me battre, peut-être, à continuer de vouloir apprendre, de vouloir progresser. Euh, je sais pas d'ailleurs si à un moment donné ça m'arrivera de me dire bah là j'ai réussi en tant qu'artiste. Alors il y a quand même des petites choses qu'on peut citer. Alors ça m'a pas forcément fait me dire j'ai réussi en tant qu'artiste, mais le fait d'avoir déjà son intermittence, alors c'est très basique, mais je pense que c'est plus là le côté un peu sécuritaire de ma personne qui se dit bon c'est quand même chouette parce qu'à partir du moment où on décroche le sésame tant convoité de l'intermittence, il y a quand même, on va pas se mentir, mais il y a une forme de soulagement quoi, parce que quelque part ça signifie un petit peu aux yeux du monde entier, de la France, de Pôle emploi, du coup de France Travail actuellement, bah que ça y est, on en vit quoi, on vit de son job de rêve et ça reste important. J'ai une copine d'ailleurs qui est devenue intermittente du spectacle il y a pas longtemps et voilà, quand elle me l'a annoncé, c'était par message, mais même par message quoi, tu sens la joie, tu sens le truc de putain, enfin quoi. J'ai dit putain, mince, c'est pas. Et je l'ai redit. C'est pas grave, on continue. Normalement, je serai pas censurée, tout va bien, Maïsan. Voilà, il y a ce truc avec l'intermittence où quand même, ouais, ça reste un symbole peut-être de réussite, ou en tout cas une autorisation un peu implicite de se dire bah voilà, maintenant c'est bon, tu as fait tes heures, tu as fait le bon nombre de cachets pour être reconnu quelque part, en tout cas pour que que ce statut-là te soit attribué, et donc du coup voilà, ça entraîne peut-être quelque chose comme ça. Maintenant, moi ça, quand je l'ai eu, ça m'a pas forcément fait me dire je suis une artiste accomplie ou. Je pense que peut-être ce qui pourrait se rapprocher d'une réponse à cette question, ce serait de me dire, je sais que par exemple en 2023, j'ai décroché successivement 3 contrats, 3 très jolis contrats d'affilée. Et ça, ben voilà, c'est quelque chose que j'avais pas forcément anticipé, ou voilà, des fois on n'ose pas imaginer que ça va pouvoir marcher comme ça 3 fois d'affilée. Et en fait,
ça m'a quand même fait dire, purée, c'est chouette, quoi. Et peut-être que ça veut dire que j'ai vraiment ma place et que je peux continuer de vraiment évoluer à l'avenir dans ce milieu. Je pense que ça donne aussi une forme de reconnaissance. Mais après, à titre personnel, finalement, est-ce que c'est pas dans des moments où juste je me suis amusée sur scène et où j'ai eu l'impression vraiment d'être au bon endroit, peut-être que finalement c'est ça qui me fait me dire, en fait, voilà, j'ai réussi ce que je voulais réussir, quoi. J'ai réussi à être artiste, peut-être juste par le fait de me sentir bien là où je suis. Peut-être que c'est ça finalement la réponse. À voir. Ah, et alors cette question, euh, j'ai eu les pronostics, enfin plutôt j'ai ciblé les filles sur la première question, j'ai ciblé Thibaut sur la deuxième. Là, j'hésite entre Nel et Alvaro. Si ça se trouve, c'est pas du tout eux. Vraiment, je sais pas du tout ce que je fais là avec le fait de deviner là comme ça. Voilà, si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Mais ouais, je dirais Nel en première option et Alvaro en deuxième option. Voilà. Je sais pas pourquoi je pense que Nel, ouais, t'as pu poser cette question-là. Mais Alvaro aussi, t'as pu poser cette question-là. Donc, à voir. Passons à la quatrième question. Alors, la quatrième question. On se met parfois des cases à cocher dans notre vie en rapport avec l'âge, merci la société entre parenthèses. Est-ce que tu penses qu'on le fait aussi dans notre chemin artistique, conscient, inconscient, et est-ce que toi tu le fais ? C'est hyper intéressant ça comme question. Alors là, spontanément, j'aurais envie de dire soit Anne-Laure, soit Alvaro. Tout simplement parce que je crois qu'on en a pas mal parlé. Je sais qu'avec Alvaro, on en a parlé des cases. On avait parlé même des emplois, de ce genre de choses. Et puis avec Anne-Laure aussi, il y avait beaucoup de choses aussi en rapport avec ça. Est-ce qu'on se met parfois des cases à cocher dans notre vie par rapport à l'âge ? Oui, en fait, c'est plus par rapport à l'âge. Alors oui, j'ai peut-être pas tout à fait compris la question quand je parlais d'emploi, de choses comme ça. Alors si, ça peut quand même avoir un lien. Oui, forcément qu'on se met des choses à cocher, oui. Surtout, j'allais dire surtout en tant que femme. Alors, je vais développer un petit peu sur ce sujet. Je pense qu'en tant que femme, il y a des choses, voilà, je vais citer un exemple un peu bateau, mais peut-être qui parlera, mais on parle souvent de l'horloge biologique, qui est, voilà, qui du coup forcément concerne la jante féminine sur la question d'avoir des enfants, etc. Est-ce qu'il n'y a pas du coup aussi, est-ce que ces questions qui donc forcément sont liées à l'âge et aussi à des choix de vie en rapport avec notre âge, est-ce que le fait de se poser ces questions, du coup, on dérive pas un peu et on s'en pose en fait, on se pose du coup ce genre de questions sur d'autres sujets, peut-être aussi sur l'apparence. Il y a de fortes chances pour qu'en tant que femme aussi, on soit d'autant plus peut-être sensible à ça. Même si encore une fois il y a pas de généralité en soi et que n'importe qui homme, femme, personne non binaire, enfin je veux dire il y a aucun il y a comment dire aucune il y a aucune norme là-dessus en fait sur le fait d'avoir parfois du mal à se sentir ok avec son âge, ok en tout cas avec la représentation que les autres peuvent se faire de nous en fonction de notre âge et de notre situation, de notre vie, et donc de ces fameuses cases à cocher. Et est-ce qu'on le fait dans notre parcours artistique ? Je pense que oui. Je pense qu'on le fait, et je dis pas forcément que c'est une bonne chose, mais typiquement, par exemple, entre 20 et 30 ans, je parle pour une femme. Évidemment, ce sera pour moi peut-être plus difficile de répondre à cette question avec le point de vue masculin. Donc si je me concentre sur un point de vue féminin, peut-être que voilà, quand on a entre 20 et 30 ans, on a envie de faire peut-être des rôles de jeune première, je sais pas, d'adolescente, de princesse, ce côté un petit peu ingénu, etc. Voilà, peut-être qu'on a envie de faire ça. Et peut-être qu'après, alors je caricature un petit peu, hein, mais voilà, peut-être qu'à partir de 30 ans, on a envie de faire autre chose complètement et de jouer, je dis n'importe quoi, des rôles de méchante ou avec plus de caractère.
Est-ce que peut-être on a aussi envie d'avoir fait un type de spectacle? Je sais pas, est-ce que par exemple à 30 ans, c'est une bonne question, est-ce que on a peut-être plus envie de défendre des rôles principaux plutôt que d'être dans des ensembles? Ça, c'est une vraie question parce que en soi, j'adore faire les deux par exemple. Moi, c'est quelque chose, j'ai fait un petit peu les deux et pour le coup, je trouve que c'est très intéressant de faire les deux parce que c'est très différent et ça fait travailler des choses qui sont très complémentaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas voilà, des enjeux peut-être particuliers dans le fait de défendre un rôle principal ou même secondaire, mais je veux dire un rôle en tant que tel, que lorsqu'on est par exemple sur du multi-rôle en tant qu'ensemble? Voilà, est-ce que c'est des petites choses comme ça où on se dit ah, tiens j'aimerais bien cocher cette case-là? Peut-être. Maintenant, je pense que ces cases-là, au final, si je regarde vraiment avec le maximum d'objectivité, je suis pas sûre que ça m'ait trop impacté parce que c'est rigolo parce que quand j'étais à l'ICOM, et j'en rigole souvent avec les copains-copines qui étaient avec moi, mais donc j'ai fait 3 ans. Et en fait, je crois que sur les 3 années où on a fait des spectacles, j'ai eu à chaque fois des rôles de maman. Et j'étais bien plus jeune qu'aujourd'hui, hein, puisque je suis arrivée à l'ICOM à 21 ans et j'ai fini, je devais avoir 24, si je dis pas de bêtises. Donc, typiquement, c'était pas forcément dans ce que j'avais imaginé. Oui, c'est sûr que les rôles de maman, c'était pas du tout là où je me projetais de base, et par rapport à mon âge. Et au final, ça a été des choses. Enfin, ces rôles-là m'ont permis de travailler des choses qui étaient hyper intéressantes et qui m'ont servi après pour d'autres choses. Mais voilà, je pense pas m'être trop formalisée avec ça, dans le sens où. C'est marrant parce que je me posais aussi récemment la question euh, sur Kid Manoir, du coup, qui est un spectacle que je joue encore et que je vais jouer d'ailleurs aussi un petit peu en 2026. C'est vrai que là, je me dis, tiens, j'ai 30 ans, et voilà, est-ce que finalement est-ce que j'ai toujours l'âge de jouer ce rôle-là? Et en fait, c'est là aussi où on se rend compte que l'âge, c'est une chose, mais après, il y a l'énergie, il y a tellement de paramètres, en fait, en plus de l'âge qui interviennent. Et c'est pour ça qu'au final, si je suis 100% honnête, je pense qu'on peut vite arriver à dépasser ça. Et que, heureusement, dans notre milieu, en fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'opportunités qui sont pas forcément où les personnes, les producteurs, peut-être les directeurs de casting sont pas toujours très regardants à ce niveau-là, ou en tout cas vont pas être en mode oulala, cette personne elle a passé elle est plus dans la vingtaine, ok, je vais même pas l'auditionner pour ce rôle-là. Je pense qu'on n'est pas forcément trop cadenassé à ce niveau-là, et tant mieux parce que encore une fois je pense que il y a il n'y a pas toujours, il y a pas toujours de règles sur ce qu'on va pouvoir renvoyer, dégager. Il y a des choses qui, à un moment donné, seront logiques. Voilà, des histoires de génération. On ne peut pas faire n'importe quoi et tout inverser, à moins que ce soit une direction choisie et voulue, un parti pris, quoi. Mais sinon, non, il y a quand même des choses à respecter. Mais voilà, sur l'aspect rôle, en tout cas, c'est un petit peu la vision que j'ai. Sur l'aspect de peut-être des cases à cocher au niveau des choses qu'on a pu accomplir, faire, en fait c'est pareil, j'ai l'impression que c'est pas tant ça, c'est pas tant l'âge, le gouvernail, mais c'est plus, est-ce que, je sais pas, je dis vraiment n'importe quoi, mais est-ce que j'ai envie là de continuer à faire des spectacles? Est-ce que peut-être j'ai plus envie de faire mes propres chansons et du coup de faire plus des concerts? Est-ce que j'ai envie de plus d'aller dans le théâtre, dans le cinéma? Est-ce que j'ai envie, je sais pas moi, d'enseigner ou de passer un peu plus derrière en tant que metteur en scène, ou enfin voilà, il peut y avoir tellement de cas de figure et c'est tellement un terrain de jeu vaste aussi l'artistique, je trouve, que que je pense qu'en fait on arrive quand même à s'émanciper, ou alors peut-être là je parle peut-être plus pour moi, mais j'ai l'impression que au final ça nous met pas tant de bâtons dans les roues que ça. Et en tout cas, c'est vraiment ce que j'espère. C'est si je peux faire passer un message dans l'univers, ce serait ça. Ce serait que en fait, bon, l'âge, oui, ça peut avoir, allez, une petite importance sur certaines choses, mais en fait, pour moi, c'est juste un paramètre. Et ça devrait pas être le plus important. En tout cas, par rapport à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de développer, etc. Donc voilà pour cette question. Je crois qu'on est déjà à la dernière question.
5e question, et donc dernière question, puisque malheureusement, comme je le disais en début d'épisode, on a perdu un des papiers. J'ouvre la dernière question du coup. Quels sont tes rêves, Maïsan, et comment comptes-tu les réaliser? C'est tellement beau. Ça pourrait être du Kaina tout craché aussi. Et ça pourrait aussi être du Adelina. Hum, hum. C'est vraiment une chouette question. Et je suis très contente de terminer cet épisode avec cette question. Alors, quels sont mes rêves? Je pense que l'un de mes rêves, ce serait de pouvoir aller encore plus loin dans l'artistique. Je pense que j'ai vraiment envie de peut-être de me révéler encore plus. Je sens parfois que voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu des super trucs trop chouettes. C'était tellement mal formulé, mais bref, vous avez l'idée. Mais voilà, j'ai vécu des belles choses sur scène. Voilà, je peux même dire qu'il y a quand même des rêves qui ont commencé à se réaliser. Mais je pense que là, vraiment, j'aimerais aller encore plus loin dans ce que je peux donner sur scène. Je pense que j'ai envie de progresser. Peut-être, ça va être très, très bizarre comme formulation, mais peut-être d'atteindre, comment je pourrais expliquer ça? D'atteindre en fait peut-être des paliers qui, jusqu'à maintenant, me paraissaient un petit peu trop fous en fait. Et peut-être de me dire, de savoir faire des choses qui, il y a quelques années, ou même encore maintenant, je me dis non mais ça je pourrais jamais le faire. Ça, je saurais jamais le faire. Et en fait, de plus en plus, où j'avance dans l'âge, mais aussi avec la pratique artistique, etc., je pense que je commence à changer aussi un petit peu de point de vue par rapport à ça. Et je me dis, mais en fait, il y a plein de choses que je pensais pas accessibles. Et en fait, je me dis, mais peut-être que ça l'est. Et je vais citer plusieurs exemples. Sur Madagascar, je fais des marionnettes. C'est pas du tout quelque chose avec lequel je pensais être à l'aise. Et voilà, et d'ailleurs, c'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, bon, vous l'aurez compris, hein, j'ai quand même une petite fâcheuse tendance à beaucoup douter. Et c'est vrai qu'au début, au tout début du contrat, ça me paraissait, mais un monde de faire des marionnettes. Je savais évidemment que j'allais en faire, et aujourd'hui, je trouve ça très, très, très chouette à faire, très enrichissant. C'est très physique aussi sur pas mal d'aspects. Mais ça reste quand même une super expérience. Mais voilà, je me considérais d'ailleurs pas comme une super manuelle. Enfin voilà, je suis pas du tout bricoleuse pour un sou. Et voilà, tout ce qui est un petit peu qui demande de l'habileté, on va dire, avec les mains, je me voyais pas moi dans ce truc-là. Et en fait, tout s'apprend. Alors évidemment, hein, qu'il y a des choses qui seront plus difficiles que d'autres à apprendre, mais en l'occurrence, de me dire, ouais, j'ai quand même réussi à donner vie à une marionnette, alors que c'est pas mon métier, je me suis pas formée là-dedans, etc. Voilà, il y a eu cet exemple-là. Il y a l'exemple de l'impro, il y a l'exemple de l'aspect comique aussi dans certains personnages, où de base, moi, je m'imaginais pas forcément avoir les compétences qu'il fallait pour faire rire les gens. Et alors qu'en fait, c'est pareil, c'est des styles, c'est des registres différents peut-être de ceux avec lesquels on a commencé. Mais en fait, c'est accessible tout ça. Et pour le coup, je l'ai vraiment vécu. Et c'est dingue d'ailleurs quand on... Enfin vraiment, ça c'est un truc particulièrement qui me touche. Mais quand je fais rire les gens, c'est vrai que ça me donne un truc de waouh. C'est incroyable. C'est incroyable d'avoir ce entre guillemets, mais ce pouvoir-là, quoi. Moi, je suis très, très admirative de tous les humoristes, d'ailleurs, qui vraiment, et pour le coup, je suis assez bon public, mais voilà, moi, je rigole assez facilement, quand même. Il y a beaucoup de choses qui me font rire, même des choses, des fois, où je pense que les gens se disent, mais pourquoi ça la fait rire? Mais moi, ça me fait rire. Voilà, mais pas parce que là où je suis admirative, c'est que même si je me considère moi comme bon public, faire rire des salles entières, trouver voilà les sens de rupture, le comique, enfin c'est pareil, c'est tout un art, c'est des choses qui se travaillent et puis il y en a qui sont hyper forts quoi là-dedans. Donc voilà, je pense que c'est ça en fait, c'est d'essayer d'aller au devant de choses qui me paraissent inaccessibles, ou qui me paraissaient inaccessibles, mais qui me font envie.
Et c'est pareil, il y a tout un panel de rôles un peu flamboyants, un peu de femmes comme ça, avec du bagou, avec du répondant, avec des partitions qui sont assez solides en termes de jeu ou même de chant. Enfin voilà, il y a, je pense, énormément de choses à faire. Et si par exemple je prends un personnage un peu qui peut-être résonne là en ce moment avec moi, enfin en ce moment depuis un petit moment d'ailleurs, c'est le personnage de Satine dans Moulin Rouge. Bah là clairement je me dis mais alors j'ai eu l'occasion de l'interpréter on va dire dans une version un petit peu plus simplifiée voilà pour un autre format que celui évidemment de Broadway ou du West End qui est juste enfin voilà c'est assez démentiel ce qu'ils ont fait sur ce spectacle pour celles et ceux qui l'ont vu ou qui voient à quoi ça ressemble, mais voilà typiquement sur ce personnage bah, il y a du chant, de la danse, du théâtre, enfin ça demande une certaine technique. Et il y a l'histoire d'amour, il y a, enfin voilà, puis la présence, c'est voilà, je pense que je sais pas si un jour j'avais cette opportunité-là de défendre ce rôle-là dans peut-être des conditions qui pourraient se rapprocher de ce que j'ai pu voir quand j'ai vu la comédie musicale. Moi, je l'ai vu pour le coup à New York. Bah, ça fait rêver, quoi. Clairement, oui, ça me fait rêver. Et aussi pour pour la petite anecdote de la boucle à boucler, je pense que dans mes rêves, en tout cas dans les choses que j'aimerais beaucoup faire, ce serait de jouer à Mogador, parce que Mogador, comme beaucoup de gens peut-être de ma génération ou pas, mais c'est un petit peu là où on a pu découvrir en fait nos premières comédies musicales. Il y a eu tellement de beaux spectacles aussi qui se sont joués dans ce théâtre, etc. Avec notamment Stage, la production qui, voilà, c'est un petit peu les formats voilà, qu'on voit aussi à l'étranger et tout, et qui nous font vraiment rêver. Donc je pense que oui, un petit peu comme pour Disneyland Paris, il y a un petit truc de la boucle serait bouclée et ça me ferait kiffer. Donc voilà pour la première partie de la question. Et pour la deuxième, comment comptes-tu t'y prendre pour les réaliser? Eh ben, je vais être un petit peu rabat-joie peut-être, mais je vais dire ben, en travaillant. Bon, alors ça c'est assez typique de ma personnalité, je pense. Beaucoup vous diront non, mais Maïsan elle est sérieuse, c'est une bosseuse, etc. Bon, c'est pas toujours, c'est pas toujours le cas à 100%. Hein, clairement, il y a plein de moments aussi où, bah en fait, il y a plein de moments où je pense que je me mets des barrières. Alors ça, c'est une dédicace à ma maman qui sûrement écoute cet épisode. Voilà, on a eu ce genre de discussion, donc c'est voilà, elle saura. Mais oui, c'est vrai que parfois on ne fait pas assez. Vraiment, hein, parfois on ne fait pas assez parce qu'on ne se fait pas suffisamment confiance. Donc voilà, on revient un petit peu sur l'histoire des doutes et compagnie. Mais aussi, par exemple, il y a pas mal d'auditions en discutant avec certaines personnes auxquelles moi je me suis pas présentée. Peut-être parce que j'imaginais pas que ça pouvait être pour moi. Mais c'est aussi du coup une façon de se dédouaner un peu du travail que ça demande. Et c'est vrai que ça, des fois, en discutant avec des gens qui me disent mais purée, t'aurais dû envoyer, ça pouvait te correspondre, etc. Et voilà, et je pense que c'est peut-être aussi travailler, pas seulement sur la technique ou voilà, trouver les intentions, etc. Ça, évidemment que ça fait partie du processus et du chemin. Je pense que n'importe quel artiste à qui on poserait la question dirait que ça passe par le travail. Je crois que c'est Ed Sheeran d'ailleurs qui disait dans une interview que lui, la réussite pour un artiste, c'était 80% de travail et 20% de talent. Donc la balance quand même, elle penche bien du côté du taf, quoi. Mais en fait, moi, le mot travail, je pense que je l'englobe dans un sens plus large. Et là, je pense qu'on va arriver, c'est mon moment tant attendu, où on parle enfin pour dire ça avec beaucoup de second degré, mais de choses un peu perchées. Mais voilà, je m'explique rapidement là-dessus. En fait, depuis 2019, donc 2019, ça a été l'année donc, de ma dernière année à l'ICOM. Et ça a été une année qui a été exceptionnelle sur plein de points. J'ai vraiment beaucoup appris. Il y avait des très belles expériences aussi qu'on a partagées avec les collègues de promo, avec les profs aussi qui sont aussi, enfin qui étaient du coup des professionnels du milieu quoi et qui ont été vraiment géniaux avec nous, qui nous ont vraiment beaucoup transmis.
Et à côté de ça, quand même, c'est vrai que c'était très éprouvant physiquement parce que on terminait très tard, on terminait à 22h, je crois. Moi, je terminais au moins 3 fois par semaine à 22h. Voilà, il y avait ce côté où je faisais beaucoup de choses, il y avait la compagnie de danse, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses de prévues dans cette dernière année. Et à la fin, j'ai fini, j'étais quand même assez épuisée physiquement. Et peut-être aussi un petit peu mentalement ou émotionnellement, parce que bah, forcément, c'est très exigeant aussi à ces niveaux-là. Et en fait, pour me remettre un petit peu de tout ça, plus aussi sur des aspects plus personnels, il y avait aussi des choses, des épreuves aussi à surmonter, des choses qui avaient pu me remuer. Ben voilà, j'ai un peu assisté à une espèce de transformation intérieure. En tout cas, il y a un cheminement qui a commencé à ce moment-là. Et puis l'année d'après, on a été aussi confinés en 2020. Donc j'ai un peu aussi poursuivi ce chemin-là qui a été un grand, grand chemin d'introspection et donc de déploiement, si je peux dire ça comme ça, de ressources internes et externes. Donc ça a été une période vraiment où j'ai écouté beaucoup de choses, j'ai visionné des vidéos, des conférences, j'ai lu énormément de livres, j'en lis encore d'ailleurs beaucoup. J'ai aussi, j'ai aussi fait des choses, on va dire, plus liées à la thérapie, alors des choses classiques, hein, de psychothérapie, mais j'ai aussi fait l'expérience de, par exemple, de constellation familiale. J'ai fait de l'hypnose, j'ai aussi travaillé au niveau énergétique. Enfin voilà, il y a plein de gens d'ailleurs qui m'ont accompagnée et des gens que voilà à qui j'adresse une petite pensée particulière parce que vraiment beaucoup m'ont aidée. Et voilà, je suis très reconnaissante du travail qu'on a pu faire. Mais voilà, il y a eu un petit peu tout ce développement, cet éveil un peu spirituel, tout ça. Et en fait, je me rends compte que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le travail qu'on fait en technique, c'est évidemment très important, mais ça ne suffit pas si derrière, comme par exemple ce qui était mon cas, si derrière il y a des doutes, des croyances limitantes, des barrières, bah en fait on va pas si loin que ça. Alors que quand on fait aussi un travail plus profond, qui est plus lié à nous-mêmes, et notre métier nous permet ça, hein, parce qu'on travaille avec nos émotions, avec notre corps littéralement, donc évidemment que ça, je pense qu'on est amené aussi, peut-être plus dans ce milieu-là que dans d'autres, à faire ce travail-là, à faire ce cheminement-là. Et mon Dieu que j'en suis reconnaissante parce que bah, évidemment ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau personnel, mais aussi au niveau artistique. Et on parlait, enfin je parlais en début d'épisode des doutes, comment dire, des obstacles en fait qu'on rencontre aussi sur ce chemin-là, qui est pas évident, il faut le rappeler, c'est difficile quand même d'être artiste pour plein de choses. Voilà, on a pu déjà en parler aussi dans les épisodes précédents, mais voilà, il y a ce truc où il faut pouvoir aussi trouver des ancres un petit peu qui vont nous permettre de continuer même quand c'est chaud, quoi, même quand on en bave, quand psychologiquement, des fois, on peut être un peu au plus bas, quoi. Et voilà, et c'est donc ce travail-là, en fait, il est essentiel aujourd'hui pour moi, il fait vraiment partie de ma vie, il est très très important. Donc voilà, je pense que c'est aussi vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il faut mettre l'accent quand on a envie de réaliser ses rêves, parce qu'il n'y a pas juste les choses très pratico-pratiques qu'on va mettre en place, il y a aussi de prendre soin de soi. On parle de plus en plus, et mon Dieu que c'est une bénédiction, de santé mentale. Euh, on, parle, euh, on parle de l'importance de communiquer. Et voilà, et là je vais peut-être aller sur un point un peu plus qui concerne même l'existence, en tout cas les raisons de l'existence de ce podcast. Voilà, peut-être que la 6e question qu'on a perdue c'était ça. Pourquoi as-tu créé ce podcast? Ben, c'est aussi un peu pour ça, parce que on vit des choses qui sont très similaires lorsqu'on fait ce métier-là. Et des fois, voilà, on se croise, on vit des choses très intenses sur scène, où ça nous permet aussi des fois de tisser des liens très très forts, mais parfois par manque de temps, de disponibilité, ou même parce que juste on n'y pense pas, ou que c'est pas, voilà, que le moment s'y prête pas forcément, on va pas toujours aller dans ces discussions qui sont, pour moi, essentielles et hyper enrichissantes et importantes. Mais voilà, on va pas forcément les avoir, ou alors on va les avoir avec ses amis, mais du coup après voilà, une fois que la discussion est finie, voilà, quelque part c'est fini, même si ça reste dans la mémoire. Je pense que l'idée c'était aussi de cristalliser un petit peu ça dans la matière, avec justement de faire des épisodes qui peuvent être réécoutés autant qu'on veut.
Et du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais oui, voilà, d'où l'importance aussi d'échanger et que voilà, qu'en fait, ce travail, il se fait aussi collectivement parfois parce qu'on est plusieurs à vivre des choses comme ça. Et typiquement, les ressources qui, moi, m'ont permis d'avoir des déclics, qui m'ont permis de changer beaucoup de choses, de me sentir mieux, de vraiment, vraiment évoluer sur un point de vue humain, si je peux dire ça comme ça. Bah, je me disais, mais c'est trop bête en fait de pas les partager, c'est même égoïste, puisque si ça m'a aidé, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Et je sais que les 6 invités ont beaucoup été aussi dans cet état d'esprit-là, et je les remercie énormément pour ça. Donc voilà, c'est la petite note un petit peu, finalement, pour la fin, quoi, que plus on sera aussi à être épanoui, que ce soit dans notre vie pro, dans notre vie personnelle, dans nos relations, dans notre art, enfin voilà, tout ce qui compte pour nous, hein, clairement, et ben peut-être que le monde se portera de mieux en mieux. Et je pense que en cette fin d'année, c'est un petit message que j'avais envie de partager. Et du coup, bah voilà, je pense qu'on va bientôt pouvoir clôturer cet épisode. Je voudrais juste revenir sur cette question, mais sur la première partie de la question, sur quels sont mes rêves, parce qu'il y a aussi l'aspect de la création et notamment de l'écriture, qui est quelque chose de très très important pour moi depuis que je suis toute petite. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça d'ailleurs que j'ai dit 2 fois d'ailleurs, j'ai perdu. C'est aussi pour ça que avant de créer le podcast, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Starlettre et que vous connaissez peut-être, sûrement, je sais pas, et sur lequel j'ai écrit des billets, des articles. Voilà, sur un petit peu des sujets dont on a pu parler, mais qui sont aussi plus larges que l'artistique. Et je parle d'hypersensibilité, je parle de confiance en soi, je parle de voyager en solo, je parle de la pression qu'on se met. Enfin voilà, c'est assez large, de lâcher prise aussi, voilà. Et en fait, l'écriture, oui, pour moi, c'est très important. Et dans les rêves que j'aimerais accomplir, il y a aussi le fait de pouvoir écrire un jour un spectacle, une vraie comédie musicale. Alors, je vais nuancer un petit peu ce que je dis, parce que j'ai eu l'occasion déjà d'écrire des spectacles, voilà, dans des cadres un peu associatifs, ou voilà, pour d'autres formats. Mais je sais pas, jouer par exemple un spectacle que j'aurais écrit, enfin plutôt qu'un spectacle que j'ai écrit puisse se jouer par exemple à Paris, voilà, de pouvoir vraiment pousser le curseur en fait au niveau de l'envergure voilà, d'une création musicale. Donc je suis pas complètement, voire voilà, très peu musicienne, donc il me faudrait, je pense, un binôme pour la composition, bien que de temps en temps je m'y essaye un petit peu, mais voilà, en tout cas l'écriture, que ce soit du livret, des paroles, du thème, voilà, écrire des personnages, développer leurs traits de caractère, leur physique, enfin tout quoi. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, et je pense que ça représente aussi un grand rêve, en plus évidemment de kiffer sur scène et voilà, et de vivre encore plein de choses merveilleuses. Donc voilà, bah, je crois qu'on a terminé. Merci beaucoup aux 6 invités, à Kaina, à Nel, à Alvaro, Adelina, Anne-Laure et Thibaut, d'avoir aussi bien choisi vos questions. Je suis vraiment désolée qu'on en ait perdu une. C'est sûrement de ma faute, hein. Je sais pas si à un moment donné je l'ai pas mise dans la boîte ou quoi, mais en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode. Alors évidemment, les invités qui pourront me dire quelles questions ils ont rédigées et savoir si je me suis trompée ou si j'ai eu tout juste. Et aussi vous, chers auditeurs et auditrices. Voilà, vraiment, ça me touche beaucoup d'avoir vos retours et dans les retours notamment que j'ai eu, voilà, il y a ce truc où des fois les personnes qui m'écrivent sont pas du tout dans le milieu artistique et en fait ça leur parle, et ça je trouve ça aussi extraordinaire, parce que je me dis ok, ça touche aussi l'humain quoi, qui est derrière et pas juste l'artistique. Donc la mission est accomplie. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, terminez bien cette année 2025, en tout cas je vous le souhaite très fort. Et je vous retrouve en 2026 pour la saison 2. Ciao ciao tout le monde.